le yoga, c'est l'état d'union. C'est pas l'union de mon genou avec ma tête, c'est l'union vraiment de... Et c'est même pas l'union qu'au corps, c'est à toutes les couches de mon être, aux 5 couches de l'être. Et si vraiment je travaille comme ça, là, je m'expand et je me connecte à quelque chose de tellement subtil et ça passe forcément par le corps, mais c'est une porte d'entrée, quoi. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue Mayana, je suis super heureuse de t'accueillir au micro de Pas de soucis. Merci d'avoir accepté mon invitation, on va parler yoga ensemble. J'ai hâte, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit je vais parler de yoga avec Mayana, j'étais super contente. Ça me rappelle mes semaines en Inde, tu vas nous en parler. Déjà, ma première question pour toi, c'est comment est-ce que tu es arrivée, même pas, disons même pas au yoga système nerveux friendly, juste au yoga. Comment tu es arrivée au yoga? Ça m'intéresse. Eh bien, déjà, merci beaucoup, Camille, parce que moi aussi, je suis vraiment honorée d'être là. J'adore ce que tu fais et ça me parle beaucoup. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être là et j'étais aussi très excitée. Ça fait 2 jours que je suis super excitée de parler de ça parce que ça me passionne. Il faut savoir que mon premier cours de yoga en France, je ne l'ai pas du tout aimé, pas du tout apprécié, donc je ne pensais pas finir prof de yoga. J'étais à la base infirmière et je savais que j'aimais soigner et en fait le yoga je le voyais plutôt comme une pratique sportive. Donc pour moi c'était pas assez sportif, donc ça me plaisait pas. Et donc j'ai été infirmière pendant 6 ans et donc ça c'était il y a déjà 10 ans. Et ça passe. Et en fait, donc quand j'étais infirmière, j'ai travaillé principalement en traumato physique, puis émotionnel. Et donc du coup, j'ai accompagné beaucoup de gens, que ce soit à la base sur de la rééducation physique, de l'adaptation en fait à la vie après un événement difficile. Et après, ça c'est plutôt j'ai travaillé davantage dans des services qui travaillaient sur le trauma émotionnel. Donc j'ai eu beaucoup de gens avec des burn-out, des dépressions chroniques et aiguës qui parfois étaient voilà, présentes depuis de nombreuses années, des histoires de vie assez difficiles. Et en fait, ça a été la révélation quand j'ai commencé à enseigner, en fait, à découvrir qu'en parlant, je pouvais aider à soigner l'être, en fait. Et donc j'ai adoré ça. Et ça a un sens, hein, c'est tout ce qui m'a amenée au yoga en fait. C'est-à-dire Mm. que j'ai commencé à animer des ateliers de méditation, quand j'ai commencé à observer que par les mots, il y avait des changements qui se passaient, qu'il y avait un accompagnement. Bref, tout ça, ça m'a vraiment passionnée. Je me suis dit, ok, moi j'ai envie de guérir l'émotionnel, j'ai envie de guérir le mental. J'ai pas envie de guérir juste le corps en faisant des pansements, en faisant des piqûres. C'est plus loin que j'ai envie de guérir. Et donc, du coup, je me suis intéressée beaucoup à la méditation de pleine conscience, qui était initialement donc pas mal utilisée aux États-Unis avec toute l'approche de John Kabat-Zinn. Donc, je me suis dit, je vais apprendre l'anglais, je vais partir là-bas, je vais me former à la méditation. Et puis, en chemin, j'ai fini en Australie pour apprendre l'anglais parce que j'étais vraiment une bille en anglais, mais je voulais apprendre à la source. Vraiment apprendre à la source. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, on va partir en Australie. Et donc, euh, et donc là, en fait, j'ai découvert le yoga. Et pour moi, j'ai vraiment découvert le yoga à ce moment-là parce que j'ai enfin vu l'autre partie du yoga, ce qu'il y avait au-delà des postures, toute la philosophie que ça englobait, toute la routine de vie, toute l'alimentation, tout le sens que ça donnait et surtout l'aspect un peu évolutif de j'ai toujours été passionnée d'évolution, j'ai toujours voulu évoluer et voir les gens évoluer. Et à travers ça, à travers le yoga, je me rendais compte que j'évoluais en tant que personne, dans mes relations, dans ma santé, dans, dans absolument tout. Donc c'était tellement complet, je me suis dit, ok, je vais aller me former. Et je voulais faire du yoga thérapeutique. Et donc je suis partie en Inde. J'ai découvert le yoga indien, qui n'est pas toujours non violent. En tout cas, moi, dans l'approche que j'ai reçue, c'était pas système nerveux friendly tout le temps.
Non, on pourra en parler. Moi, c'est la même chose. J'ai la même expérience. Mmh, mmh. Donc du coup, ça m'a un peu déroutée au début, surtout que j'avais vraiment en tête que voilà, j'avais conscience d'avoir travaillé avec des personnes qui avaient des traumas assez lourds que voilà, le rapport au corps, le rapport, il fallait de la nuance, il fallait de la sécurité, et c'est pas ce que je trouvais en Inde. J'ai trouvé ça assez agressant même. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé plutôt l'enseignement à l'australienne, à l'américaine, très enveloppant, avec beaucoup de douceur, et ça me ressemblait plus. Donc j'ai fait un petit micmac. Je voulais de la philosophie, de la tradition, mais je voulais la douceur et l'accompagnement que je trouvais dans d'autres enseignements en fait. Donc, Mmh. mais à l'époque, c'était pas très connu le système, enfin c'était pas très connu le système nerveux. Moi, je le connaissais, on va dire un peu dans les lignes larges, avec mes études, etc. Mais même dans mes formations de yoga de l'époque, le système nerveux, on n'entendait pas parler, le trauma non plus. Euh, c'était très. Enfin là, ça fait que 2 ans que je commence vraiment à le voir apparaître autour du yoga, et je trouve ça génial. C'est très récent effectivement. Alors c'est quoi? Tu parlais de la tradition vraiment, à l'indienne du coup et si je peux dire 2 mots là-dessus. Moi c'est pareil, hein, il m'en reste même des séquelles. On va en parler de la capacité d'être connecté à ses sensations. Moi quand je suis allée me former il y a ça va faire bientôt 4 ans, je suis partie en Inde faire un TTC aussi de yoga et moi je voulais alors j'avais cherché vraiment le truc, tu vois, où il y aurait pas d'Américains et pas d'Australiens justement. Le truc en immersion, en plein Mumbai, entre 2 aéroports où il y avait pas une minute, j'ai pas eu, mais je pense une seconde de silence pendant 30 jours. Enfin voilà, c'était pas du tout le truc à Goa, machin, enfin bref, mais c'est ce que je voulais. On était 40 là-dedans, il y avait peut-être 3 personnes qui étaient pas indiennes, mais effectivement, c'était pas du tout, écoute tes sensations, écoute ta capacité et moi je savais pas le faire à ce moment-là, ça. Être avec mes sensations, dire: «Ça c'est OK pour mon corps, ça c'est pas OK pour mon corps» et je me suis blessée en fait en TTC de yoga et j'ai encore aujourd'hui des douleurs dans l'aine et dans le genou droit qui me sont restées de ce training-là d'un jour où on s'est pas beaucoup bien échauffé, où ils voulaient nous faire faire plein de pauses. On avait, b enfin tu vois, on avait le programme à remplir, en gros fallait avancer quoi. Et ouais, donc hyper intéressant. Du coup, ça va être ma question pour toi. C'est quoi la différence dans ta pratique? Il y a cette tradition indienne et tu dis, il y a plutôt le côté, voilà, enveloppant, maintenant plus récent aussi, même trauma informé, système nerveux friendly, plutôt, on va dire, outre-Atlantique des États-Unis et puis de l'Australie. Donc toi, tu as fait ta pratique, ça va être quoi la différence par rapport à, voilà, une pratique de yoga, on va dire, classique? Eh bien, bah, je rebondis juste parce que ça me fait vraiment rire. Moi, quand j'ai booké ma formation, j'ai regardé celle qui avait l'air la plus austère. Celle où il y avait les lits les plus pourris, celle qui avait l'air la plus traditionnelle. Je voulais à tout prix aller à la source et pas être dans un truc touristique. Donc, j'y suis allée et c'était super intéressant. Mais donc, en fait, quand je me suis rendu compte que à la sortie de cette formation, bon, 200 heures, clairement, on sent bien qu'on manque d'outils pour enseigner, surtout que je comprenais bien que c'était assez limité de travailler que sur le corps physique. Ok, on travaille les ouvertures de hanche, ça travaille ce chakra, donc il y avait un petit peu d'énergie, mais ça allait pas très loin. C'est-à-dire qu'on disait, ok, ça comme posture, ça ancre, mais pourquoi ça ancre? Moi, j'ai besoin de comprendre vraiment le système, comment tout fonctionne. Et je me suis dit, ok, si je veux travailler sur l'émotionnel, il va falloir que je me tape sur la source de ça, et c'est l'énergie. Donc du coup, je me suis orientée vers le yin yoga et méridien chinois. Donc moi en plus, je suis issue d'une famille où ma mère travaille avec la médecine chinoise. Donc j'ai été baignée de toutes ces lectures depuis mon adolescence. Ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours été passionnée par la spiritualité. Même quand j'avais 7 ans, je voulais être peut-être nonne. Enfin voilà, j'ai aucune éducation pourtant spirituelle ou religieuse, mais je sais que ça m'a toujours attirée. Et donc j'ai commencé à chercher ça. Donc j'ai fait voilà, formation yin yoga méridien chinois, j'ai fait une formation de tantra hatha yoga, et je précise que le tantra n'a rien à voir avec la sexualité. C'est vraiment une science de l'énergie, de en gros, quand je fais une posture, qu'est-ce que ça fait sur mon corps, sur mon système, sur mon énergie, sur mon mental. Et donc à travers ces formations, et ça m'a pris du temps, de l'argent, de vraiment aller dans le fond et trouver ça. Donc je comprends que quand on enseigne, c'est pas toujours facile
de savoir quelles postures iront bien aux gens, qu'est-ce qui va vraiment leur faire du bien. Et sans ça, j'aurais pas ces outils. Et donc, je suis vraiment très reconnaissante parce que c'est des enseignements qui sont, bah, qui viennent d'une lignée ininterrompue de maître à disciple. Donc, il y a la tradition, mais il y a surtout beaucoup de logique. Et donc, en fait, mes cours de yoga sont sur une logique énergétique. C'est-à-dire que si mon objectif, c'est par exemple de réduire l'anxiété, eh bien, il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire. Et il y a plein de choses qu'il vaut mieux faire. Car on pense des fois que le yoga, c'est forcément système nerveux friendly, que c'est bon pour notre système, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre mental. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que, il y a des yogas, au contraire, qui sont surstimulants, qui sont activants. Et du coup, en fait, ça dépend un peu. Ça dépend ce qu'on cherche. En fait, moi, il y a un moment où dans ma vie, je me suis dit, ok, mon yoga, si c'est pas mon sport, je vais lui redonner une place d'honneur à c'est mon espace de guérison, c'est mon espace de spiritualité, c'est mon espace d'évolution. Et dans ces cas-là, ben, c'est pas du tout la même chose qu'on fait en fait. Donc ma pratique, elle a changé, mon enseignement, il a changé, ça a complètement tout changé. Euh, Et en gros, comment ça se passe? Eh bien, je vais faire des pratiques, en tout cas quand j'enseigne, qui vont être le plus adaptées possible à l'ensemble des personnes. Donc, déjà, on voit très vite si quelqu'un est un peu activé, déjà, et un peu dérégulé. Euh, et souvent, d'ailleurs, ces personnes-là n'ont pas du tout envie de mon type de yoga. C'est-à-dire que le type de yoga que j'enseigne, ça va être un yoga où il y a du temps pour l'introspection, pour l'intégration, il va y avoir du temps pour se connecter aux sensations, il va y avoir, l'idéal, c'est que ça soit vraiment logique au niveau du système nerveux, qu'on passe pas de je l'active, je désactive sans logique derrière, de la logique au niveau de l'énergie, parce que souvent les professeurs manquent de cette connaissance-là, de comment les postures impactent les values, les vents énergétiques, comment ils impactent les couches énergétiques, comment ils impactent les méridiens, et donc en gros, même après quelques formations de yoga, souvent on se trouve à être très fort au niveau physique, au niveau alignement, au niveau postural, mais il nous manque souvent cette connaissance-là. Enfin, en tout cas, moi ça m'a manqué. Et quand je l'ai eu, ben là j'ai compris. Là, maintenant, voilà, je sais que si je dois travailler sur l'anxiété, eh bien, il va falloir que je fasse certaines postures avec certaines respirations dans les postures, parce que souvent on fait de la respiration qu'en début ou en fin de pratique, mais à la base, il y a des pranayamas spécifiques pour chaque posture. Donc du coup, si je veux travailler sur mon anxiété, ça sert à rien que je me mette en extension de cage thoracique, en inspirant à fond pendant toute la pratique, alors qu'il serait bien mieux peut-être qu'au contraire, je penche vers l'avant, que j'expire plus lentement, que je cale ma respiration aux sensations. Enfin, il y a plein de petites techniques, même au niveau des cervicales, au niveau, enfin, il va y avoir plein de petites astuces pour travailler le système nerveux comme on le souhaite. Et Hmm. moi, je sais pas Ouais, si oui, je rebondis parce que ça résonne beaucoup. Moi, quand je suis partie en Inde, j'étais en full filement fonctionnel. Si vous savez pas de quoi je parle, allez écouter l'épisode de podcast sur le filement fonctionnel. Donc, le filement fonctionnel, c'est quand finalement il n'y a pas beaucoup d'énergie dans le corps, mais on est tout le temps en override. On dépasse tout le temps cette capacité et on est boosté que aux hormones du stress. On fait appel que à nos hormones du stress pour pouvoir fonctionner. Et là, j'ai découvert l'Ashtanga Yoga. Magnifique pratique qui matchait mon filement fonctionnel. Et donc, je me suis lancée à corps perdu dans l'Ashtanga, bien sûr, où j'ai bien renforcé cette blessure à l'aine, hein. Mais j'en avais aucune idée. J'en avais aucune idée parce que j'écoutais pas de toute façon ce qui se passait là à l'intérieur. Fallait que je fasse mon Ashtanga Yoga. Donc oui, un exemple de comment est-ce qu'on peut trouver une pratique qui matche très bien un état dérégulé, en fait, hein. Je suis pas Et en train de dire attention à NB, je suis pas en train de dire l'Ashtanga yoga est mauvais et vous êtes forcément en filament fonctionnel quand vous faites de l'Ashtanga yoga, mais moi c'était mon cas à ce moment-là. Et évidemment, c'était la pratique que je recherchais pas du tout des choses douces, le yin yoga, mais pareil. l'horreur, 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 je me dis mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce que les gens peuvent faire cette pratique? C'est exactement pareil. Je me butais au yoga. J'étais en fait en fight contre mon corps constamment pendant tout le cours. C'était en mode, allez go, c'est parti, tu vas y arriver. Et en fait, je m'agressais, je m'agressais tout le long de la pratique. Je m'écoutais
m'écoutais pas du tout, j'avais pas conscience de mes sensations. Et en fait, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que vu que le yoga, c'est aussi un business, eh bien, on veut que les gens, ils aiment nos cours. Donc, on veut leur apporter ce dont ils ont envie. Sauf que les gens, ils ont envie de quelque chose qui est déjà présent, qui les challenge pas tant que ça. Alors oui, ça challenge physiquement, mais ça fait plaisir à tout le monde que ça challenge physiquement parce que on fait des choses et ça, on sait faire. Et notre mental, il est confortable, il y a yes, j'ai pas eu le temps de penser à quoi que ce soit, j'ai fait. Et du coup, en effet, c'est dérégulant si en tout cas on cherche non pas un sport dans sa pratique, mais qu'on cherche autre chose. Et même les postures avancées, moi j'ai plein d'élèves, et moi la première, où j'ai voulu aller trop vite dans des postures avancées juste pour faire plaisir à mon ego, et je me suis blessée, et ça m'a rien apporté dans ma vie personnelle, en plus d'être souple. Ça a pas amélioré mes relations, ça a pas amélioré ma santé, bien au contraire. Donc ça dépend vraiment quel est l'objectif derrière. Mais le truc, c'est que maintenant, on donne aux gens ce qu'ils ont envie et pas ce dont ils ont besoin. Et là, à l'heure Mmh. actuelle, tout le monde digère mal, tout le monde dort mal, tout le monde se sent surmené, épuisé. Et ça, c'est vraiment... il y a un moment, il faut qu'on donne aux gens les outils que le yoga est censé offrir. Et donc oui, ça passe en effet par la lenteur, l'éloge du repos, de la guérison, par l'introspection, la connexion au corps, au ressenti. Et moi, pareil, quand j'ai fait ma formation de Yin, c'était un challenge phénoménal, phénoménal. Et ça y est, et le déclic est arrivé à cette formation. J'ai enfin compris ce que c'était qu'écouter mon corps, que être avec mon corps. Et au début, être, c'était c'était angoissant d'être, en fait. Juste de fermer les yeux et de me connecter à mon souffle, c'était angoissant. Je préférais faire plein de choses, mais en fait, je faisais du yoga sans ressentir le yoga. Le yoga, c'est, bon, tu le sais, c'est l'état d'union. C'est pas l'union de mon genou avec ma tête, c'est l'union vraiment de... Et c'est même pas l'union qu'au corps, c'est à toutes les couches de mon être, aux 5 couches de l'être. Et si vraiment je travaille comme ça, là, je m'expand et je me connecte à quelque chose de tellement subtil et ça passe forcément par le corps, mais c'est une porte d'entrée, quoi. Et c'est très intéressant que tu parles d'énergie, parce que c'est ce que dit Peter Levine, le trauma, c'est un problème d'énergie, en fait. C'est un problème d'énergie qui est tout le temps dirigé vers cette réponse de survie qui a pas pu avoir lieu et c'est littéralement l'énergie qui est détournée, toute la circulation, hein, qui est détournée vers ce que lui, il appelle le vortex traumatique, au lieu d'aller nourrir nos organes et d'aller nourrir tous les processus physiologiques qui doivent se faire et voilà, effectivement, et de nourrir notre curiosité, l'exploration, les relations, ce dont tu parles. Mmh. C'est vrai que quand les gens pensent que l'énergie c'est ésotérique, que c'est un peu perché, je leur rappelle que l'énergie impacte la matière et la première manière dont ils le savent, c'est quand on commence à compter ses calories ou ses kilojoules, c'est des valeurs énergétiques. Et plus je consomme cette énergie, plus de la matière se crée. Enfin, c'est hyper logique et c'est scientifique, l'énergie, ça existe. Et ce que j'adore avec le yoga, c'est que moi j'aime quand c'est efficace, j'aime quand c'est utile. Et le yoga, c'est hyper efficace, ça va là où tout commence, au niveau de l'énergie. Et pour faire une petite éducation énergétique là-dessus, le yoga, quand je dis qu'il touche les 5 couches de l'énergie, c'est-à-dire que on appelle ça les koshas en yoga, on a notre corps physique sur lequel on se bat et on met beaucoup trop d'attention un petit peu. Et donc on a ce corps physique, c'est la première couche. Après, on va avoir notre corps vraiment énergétique. Donc le pranayama kosha, c'est ce qu'on va utiliser avec les postures, avec la respiration. On va interagir sur cette énergie pour que dans cette énergie, on puisse impacter le mental. Et c'est là où le cœur de notre problème est, c'est que souvent on veut travailler le mental sans travailler d'abord l'énergie et le physique. Donc si on ne se connecte pas à son corps, si on ne sait pas ce qu'on fout au niveau énergétique, eh ben, on se retrouve à avoir passé une journée horrible, on commence à se dire je vais méditer, on n'y arrive pas, on se désespère, on se dit c'est pas normal. Mais en fait, notre mental, il peut pas être calme si notre énergie est bouillonne dans tous les sens, s'il n'y a rien qui est harmonieux, s'il n'y a pas de connexion au corps, au souffle, ça va être très difficile d'accéder au mental. Et donc, toute la logique d'un cours de yoga, c'est censé être j'utilise les postures, donc le corps, pour travailler mon corps énergétique, pour travailler l'énergie. Mon énergie me permet de travailler mon mental. Et une fois que j'accède à mon mental, à un, un surpassement même de ce mental, je rentre vraiment dans mon subconscient et dans l'aspect beaucoup plus inconscient, beaucoup plus intuitif. Et là, je m'ouvre à des choses qui sont le haut de gamme de l'humanité, quoi.
Et à la suite de ça, quand j'ai fait mon énergie et que j'ai accédé à mon mental, à mon intuition, ben là, je peux accéder à la béatitude, à la source, à cette dernière couche, Ananda Maya Kosha, qui est vraiment l'état du Bouddha. Et c'est ce qu'on rêve. On rêve d'être tellement nourri et comblé de cette sécurité interne, et ça passe par ces étapes. Donc il faut qu'un cours de yoga il puisse offrir ça en fait. Sinon on fait pas du yoga. On fait des postures, on fait du stretching, de la gym, mais on fait pas du yoga. Yes, yes, tellement important, tellement important. Phrase que Hmm. professeur que j'adore qui dit quelqu'un peut avoir fait du yoga, des postures de yoga toute sa vie et ne jamais être un yogi. Tandis que quelqu'un peut n'avoir jamais fait une seule posture de sa vie et être un yogi suprême. C'est vraiment, on a associé yoga, posture, alors que c'est un huitième. D'ailleurs, il faudrait bien plus s'intéresser d'abord à la philosophie, à la méditation, à la concentration, etc., que juste aux postures. Les postures, c'est un moyen de travailler tout ça, en fait. Mais si on reste juste à ça, on va pas avoir les bénéfices du yoga. Ce que tu dis avec la concentration, c'est vraiment très intéressant. Moi, je l'appelle plus l'attention, mais c'est ça en fait, hein. C'est comment je dirige mon attention et quand on veut travailler avec son système nerveux, quand on veut commencer à être avec ses sensations, ce dont tu parlais tout à l'heure, en fait, je pense que souvent, c'est une question de capacité d'attention et vous pouvez le voir, vous qui nous écoutez, combien de temps vous arrivez à rester avec une sensation? Ben ça, c'est ta capacité, en fait. Et c'est pour ça, je pense que quand on est arrivé dans notre premier cours de yoga, nous 2, c'était une telle, épreuve parce il y avait une capacité, de 5 secondes peut-être à être avec une sensation, même pas. Et puis après il y a écouter les sensations ou même savoir ce qu'elles sont. Et là, c'est un peu ma question pour toi. Il y a des personnes qui n'en sont pas encore là dans leur chemin et ici, il y a zéro jugement, hein, dans ce que je dis, c'est vraiment super important. Il y a pas du tout de jugement, c'est juste et moi j'étais comme ça aussi, je sais qu'on en a parlé, je savais pas faire la différence entre ma faim et ma soif. Moi, je savais même pas faire la différence entre ma faim et ma fatigue. J'étais fatiguée, j'allais manger. Je pouvais rester est-ce que c'est vous là qui nous écoutez? Est-ce que c'est vous qui restez, sur l'ordinateur sans faire pipi pendant des heures? Il y a pas d'écoute des sensations parce qu'il y a pas de capacité d'être avec les sensations et ça, c on sait que c'est ce que le trauma nous vole, cette capacité à être avec les sensations. Donc ma question pour toi, c'est quel type de yoga est-ce que tu conseilles? Peut-être que tu vas pas me donner un type de yoga, peut-être des choses à faire, mais qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui justement se dit: «Bah, c'est vrai, moi j'en suis là en fait, j'en suis, un peu au niveau zéro de la sensation. J'ai pas beaucoup de capacité à rester pendant longtemps avec une sensation et même j'ai du mal à les identifier. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que ma vessie est pleine? Est-ce que j'ai besoin de passer un gaz?» Même toutes ces sensations très viscérales, hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on est au niveau zéro des sensations? Et ben, c'est très intéressant parce que moi j'étais exactement au même stade. Euh, pour exemple, moi, donc ma mère fait aussi de la sophrologie. Donc la première fois que je suis allée même à un cours de sophrologie, je devais avoir 14 ans. Et quand je me rappelle à cette époque-là, la difficulté que c'était de me ressentir. Donc j'ai vraiment vu à quel point ça a été un chemin. Donc il faut- ça peut demander vraiment de la patience, du non-jugement. Car au début, on se dit, mais c'est pas possible, j'arrive même pas à ressentir mon souffle sans le changer, j'arrive même pas à respirer plus de 3 secondes et je suis bloquée, j'arrive pas à ressentir ce qu'elle me dit de ressentir dans mon ventre, dans mes jambes, etc. Donc j'avais l'impression d'être complètement inadaptée et je m'étais pas rendu compte à quel point j'étais pas connectée à mon corps. Parce aucune distinction entre la faim, la soif, la fatigue, les sensations même fortes, c'est-à-dire qu'il me fallait des sensations vraiment fortes pour ressentir quoi que ce soit en fait. Et c'est pour ça que je pense que je cherchais ça dans mon yoga en fait, parce que j'avais envie de ressentir quelque chose, mais il fallait que ça soit extrême. Et donc c'est vraiment pratique après pratique que petit à petit je suis arrivée à ressentir. Euh, mais, mais ça peut aller plus vite que mon chemin à moi. C'est-à-dire que je me rends compte que maintenant j'ai des élèves, ils n'ont jamais médité de leur vie, ils pensent ne pas être doués pour ça parce que peut-être ils ont fait une fois Petit Bambou ou une vidéo de méditation. Et en fait, ils se rendent compte que dès la première méditation, des fois ils arrivent à finalement rester une demi-heure assis en connexion avec leurs sensations.
Et ça, c'est parce que quand des fois on passe directement sur la phase énergétique, donc il y a des, il y a, il y a des ancrages, il y a des kriyas, enfin il y a des choses spécifiques qui aident à surpasser certains blocages mentaux, voire même physiques. Et donc du coup, des fois, des personnes peuvent réussir à percevoir des choses, des sensations nouvelles euh, qui habituellement ils n'auraient pas eu accès. Alors c'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais en gros, il va falloir, bon, déjà de la patience, il va falloir du temps, il va falloir un cadre très sécure. Il va falloir que ce qui va être utile en fait pour pouvoir avoir accès à ces sensations, c'est de commencer par des choses assez tangibles et petit à petit progresser sur des choses plus subtiles. Mais je reste très étonnée que des fois, juste par certains petits outils dans la respiration, certaines visualisations, certains points où on se concentre, certains points d'attention qui sont énergétiquement très forts, on peut vraiment passer des étapes beaucoup plus rapidement. Donc voilà, il va falloir que ça va être utile en effet pour quelqu'un qui débute d'éviter peut-être un yoga qui est trop intense, trop performant, avec trop de stimuli, avec la musique, voilà, il y a Coldplay qui chante pendant que on lève les bras et puis on est déjà en bas et on n'a pas suivi. Et c'est une sorte de chorégraphie, ça devient de la danse à la fin, chorégraphie sport. Et ça va pas du tout, ça va pas du tout amener à se connecter à ces sensations. Si j'ai même pas le temps de respirer, de sentir, parce que moi il me fallait un temps fou pour juste passer par le chemin de la sensation. Il était tellement pas fait encore qu'il fallait que je l'ouvre, ce chemin. Et donc je pense que le hatha, ça peut être un bon début parce que le yin, peut-être qu'au début, ça peut être un peu confrontant, justement, d'être direct 3 minutes avec ses sensations, bon, peut-être un peu chargé, quoi. Donc le hatha, il reste du mouvement. Enfin, en tout cas, le tantra hatha, c'est encore mieux parce que bon, bah, il y a en plus une logique énergétique. Mais je trouve que c'est un bon équilibre. On a le temps de se focaliser un peu sur les sensations, de ressentir. Et si on a besoin de passer vraiment par le corps dans un premier temps, l'iyengar aussi, ça peut être un type de yoga où on se focalise tellement sur les sensations corporelles que ça peut aider aussi à ressentir ça. Il n'y a pas forcément d'indication énergétique et donc émotionnelle. Mais si on a besoin déjà de se connecter au corps, moi je trouve que c'est un beau yoga aussi. Et bon, alors, ça ne veut pas dire que tous les autres yogas sont pas bien. Je discrimine pas les professeurs d'Ashtanga, de Vinyasa ou ceux qui aiment ce type de yoga. J'ai adoré ce type de yoga, ça m'a été utile. J'ai même fait du Bikram. Donc, faites ce qui vous fait du bien, mais regardez si ça vous fait du bien. C'est-à-dire si ça vous challenge sur les zones que vous n'aimez pas forcément, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Ouais, on en revient à ça dépend ce que tu recherches. voilà, c'est ça. Soit c'est ça, soit c'est le yoga sport, mais c'est pas le yoga guérison du système nerveux, guérison du trauma, en tout cas. Et c'est intéressant ce que tu dis avec le chemin n'est pas encore fait pour les sensations. Ça vient vraiment, parler de neuroplasticité, en fait. Moi, j'en parle beaucoup, dans mes programmes, la neuroplasticité, parce que c'est ça qu'on veut, c'est créer de nouvelles voies neuronales, effectivement, comme créer de nouveaux chemins dans le cerveau. Et le truc, c'est que la neurocomplexité, Norman Doidge, il explique ça, cette ouais, complexité, où on commence à aller dans des choses un petit peu plus complexes, c'est la dernière étape, en fait, de la guérison neuroplastique. Donc toutes ces postures un petit peu plus compliquées, c'est vraiment la dernière étape. La première étape, c'est vraiment, en anglais, on dit, basic housekeeping, ça veut dire, vraiment le ménage de base. C'est quoi mes sensations? Est-ce que j'ai envie d'aller faire pipi? Oui, non. C'est là où on commence. Ouais, ça. Complètement. Et en plus, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser en fait aussi que le yoga, on s'imagine voilà que le but c'est les postures avancées, etc. Alors qu'en effet, elles peuvent être dommageables pour notre système nerveux et pour notre corps si on n'y est pas prêt, si on n'a pas. En fait, les postures de yoga, elles ont pour but d'augmenter notre fenêtre de tolérance. Donc c'est pour ça qu'elles sont géniales, bien sûr, quand on veut pouvoir avoir un système nerveux qui est résilient, parce que en fait, il faut qu'on aille exactement à la limite de son inconfort personnel. Donc le sweet spot, comme je l'appelle, c'est j'invite vraiment les gens d'ailleurs, souvent je ne les ajuste que quand il y a besoin de les ajuster pour qu'ils ressentent l'impact énergétique nécessaire, pour qu'ils travaillent la zone nécessaire, mais j'invite vraiment les gens souvent à fermer les yeux si c'est pas activant pour eux, mais en tout cas à venir se centrer vers l'intérieur, à ressentir ce qui se passe, à écouter le corps, et c'est le corps qui va donner le signal si on peut aller éventuellement un peu plus loin. Et dans cet aspect très doux du corps, très invitant, en fait, déjà on va beaucoup plus loin d'ailleurs pour ceux qui veulent améliorer leur souplesse, etc. On va beaucoup plus loin. Mais c'est surtout qu'on va plus loin au niveau du système de guérison, on va plus loin au niveau énergétique parce que dès qu'on contracte le corps,
Ben, on envoie au système nerveux le signe que de toute façon on s'agresse, donc c'est pas le moment de se relâcher, c'est pas le moment d'ouvrir de l'espace, c'est pas le moment de se guérir, c'est pas le moment de faire circuler, c'est le moment d'agir. Donc au final, ça active encore plus nos pensées, ça active encore plus nos déséquilibres. Faire une posture qui est soi-disant bonne pour le système nerveux avec la mauvaise intention derrière, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment reconstruire cette relation à la posture et au corps, et c'est le corps qui m'invite à y aller. Donc je suis obligée de l'écouter, sinon je ne sais pas jusqu'où je peux aller. Et donc en écoutant ça, en respirant avec, certaines respirations en particulier vont vraiment aider aussi à apaiser le système nerveux, et donc à ouvrir ce chemin aussi. On n'a pas besoin de juste pousser sur la porte, ça va faciliter tout ça. Et là, hop, les sensations montent, et on devient de plus en plus confortable avec l'inconfort, on devient même un peu maso, on commence à aimer l'inconfort, à le travailler autour de soi. Et petit à petit, cet inconfort physique, parce que quiconque a déjà vu du yoga se dit que bon, ça a l'air inconfortable, mais quiconque commence à le pratiquer se rend compte que c'est vraiment inconfortable. Du coup, ça ouvre notre tolérance émotionnelle à l'inconfort. Et, et du coup, voilà, ça nous ouvre, comme tu dis, des chemins neuronaux, ça ouvre une plasticité neuronale phénoménale. Hémisphère droit, hémisphère gauche commencent à bien communiquer. euh, Même les exercices de respiration sont faits aussi pour vraiment ouvrir ce switch de ok, je peux agir, je peux me relâcher, je peux agir, je peux me relâcher. Et en fait, c'est ça qui va créer l'équilibre, parce que être que dans le parasympathique, ça peut être aussi délétère. Être que dans le sympathique, enfin, voilà, il faut vraiment toujours cette voie du milieu. Et, euh, et donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher dans la partie posturale et respiratoire. Et c'est intéressant ce que tu dis avec l'inconfort. Bessel van de Kolk, qui a écrit Le corps n'oublie rien, il parle beaucoup du yoga, il en parle dans son livre aussi. Et il dit quelque chose de très intéressant. Et là, je vais faire juste la distinction entre inconfortable et submergent. Moi, j'en parle beaucoup aussi dans mon programme Arise de ça. Très bien. Quand est-ce que c'est inconfortable versus quand est-ce que tu passes la frontière et que ça y est, tu es dans le submergent. Et c'est ce que tu dis, en fait, dans la posture de yoga, on veut pas être dans le submergent, ni quand on fait n'importe quoi, en fait, hein, n'importe quel sport, n'importe quelle pratique somatique, n'importe quelle posture de yoga, on veut pas être dans le submergent parce qu'à ce moment-là, on a enclenché même pas la réponse de stress, mais même la réponse traumatique potentiellement, et on fait plus du bon boulot, en fait, une fois qu'on est submergé. Et Bessel van de Kolk, il parle du yoga en disant c'est très intéressant parce que ce qu'il y a dans le trauma, c'est qu'on a été submergé. Et qu'est-ce qui se passe quand on est submergé? C'est qu'il n'y a plus cette notion du temps. On n'arrive plus quand on est submergé, on peut plus se dire ça va aller mieux demain, ça va être fini dans 5 minutes. Tout ça, c'est plus là en fait. Et c'est plus là parce que d'ailleurs l'hippocampe est pas activé, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est littéralement plus là au niveau du cerveau, cette notion du temps. Alors que quand je suis dans l'inconfortable, dans la posture de yoga, allez, encore 5 respirations par exemple. Ok, et je peux me dire: «Ah» et puis je sais que je vais changer de posture et à ce truc de ça me ramène quelque chose de: «OK, ça va changer, ça va aller mieux dans 30 secondes, 45 secondes» et c'est vachement important ça, en fait. C'est vachement important et pour un système qui a été traumatisé, c'est vachement important de ramener cette notion du: «C'est inconfortable maintenant, mais ça va être terminé dans 45 secondes et je vais pas aller dans le submergent, en fait. Ça va être inconfortable et ça va se terminer». J'en reviens à ton podcast sur le trauma et sur à quel point c'est trop, trop vite, trop intense, etc. Et en effet, c'est ce chemin inverse qu'on fait avec le yoga. C'est si tout ce qui a trait le trauma, c'était du trop, bah faut qu'on revienne à l'inverse. On cherche Ouais. à enlever des stimuli, enlever de la performance, et retrouver, à force de d'éplucher tout ça, de retrouver la source d'une attention calme, sécure, posée avec son corps. Et, ouais, et c'est beaucoup plus salvateur que les gens peuvent l'imaginer en fait. Et c'est l'expérience qui va offrir ça. Et c'est ce que le yoga a de magique, c'est que il va offrir une expérience. Ce que j'aime avec cette pratique, c'est que bien sûr, on a besoin du corps pour l'expérimenter, pour être dans le ressenti, pour qu'on arrête de mettre à son piédestal de la pensée, se dire on va tout résoudre par là, alors que ça va pas suffire en fait. Si je parle juste de mes problèmes, c'est génial, j'en ai conscience, mais en fait, j'ai pas solutionné en fait. J'ai compris, c'est très bien, je suis encore restée dans le cognitif, mais si je veux amener de la guérison, il va falloir passer par justement ce corps qui a ressenti, et c'est dans lui que se trouvent les réponses de guérison, vu que c'est dans lui que se trouve cette mémoire. Bon, on en parlera tout à l'heure peut-être, mais c'est intéressant de savoir qu'il va falloir le temps et la sécurité au corps de laisser la guérison se passer aussi. Ouais, c'est important. Tu parlais de l'émotionnel tout à l'heure.
Je vais partir, d'une histoire concrète, je pense que c'est bien, ça aide à retenir. Moi, quand j'étais en yoga teacher training, je t'avais dit, il y a une posture qui me faisait systématiquement pleurer et tu m'as demandé laquelle et tu m'as dit: «Ah, j'en étais sûre». Standing forward bend, je sais pas comment on dit en français, c'est celle où on est debout et puis juste on se penche en avant, en fait. Mmh. Souvent, les gens l'appellent Uttanasana ou la posture de La chenille, non. chenille, exactement. Donc en fait, c'est super intéressant. Ce qui est génial, moi j'adore quand mes élèves ils pleurent en yoga parce qu'en fait, ça montre qu'il y a un travail de libération qui s'est opéré. En fait, d'ailleurs, les larmes, c'est un peu le moyen pour le corps de décharger un excès de neurotransmetteurs. En fait, et c'est pour ça qu'on peut pleurer autant quand on est rempli de joie, qu'on est submergé de joie, que quand on est submergé de tristesse, que quand on est submergé de colère ou qu'on est submergé de peur. Et du coup, lorsque tu viens pencher en avant, en fait, c'est des postures qui vont travailler sur un vent énergétique particulier qui s'appelle la Panavayu, qui se trouve dans le bassin et qui permet en fait l'élimination du corps. Il permet l'ancrage, il permet un peu comme de déverser les choses au niveau de ce qui a tendance à recycler dans la nature, c'est la terre. Donc la nature adore recycler tout ce qui est pourri. Donc en gros, quand on vient se pencher en avant, qu'on a la tête en bas de notre bassin, etc., il y a vraiment tout un truc qui se passe déjà au niveau du système nerveux. On active vraiment le parasympathique. Donc on ouvre déjà la porte de guérison et on ouvre la porte à l'inconscient aussi à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vient travailler aussi la chaîne de la vessie. La vessie, c'est un méridien, donc un canal énergétique qui passe depuis vraiment le devant du crâne au niveau des yeux, à l'arrière, tout l'arrière du corps jusqu'au talon. C'est le méridien le plus long qu'on a. Et lui, il parle de nos peurs. Il est en synchronicité, il est en binôme, il travaille avec les reins. Et donc ça parle de toutes les peurs. Les peurs irrationnelles, les peurs génétiques, les peurs héritées, les peurs de manière générale. Donc en fait, quand on se penche en avant, on travaille sur ces peurs. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on va avoir peur quand on fait la posture, ça veut dire au contraire que on va offrir au corps un message très clair de «Ok, là, c'est le moment de venir travailler ça». Et en fait, ça va faire comme un message ça peut faire une décharge émotionnelle de boum, là, en fait, tu es en train de libérer tes peurs. Donc, il peut y avoir des pleurs de soulagement, en fait, ou même juste de déversement de ce trop-plein d'énergie qui monte, de neurotransmetteurs. Et ça peut être aussi, voilà, vraiment des pleurs, des fois même de soulagement, parce que à l'intérieur, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe d'important. Il le sait, le corps. Et voilà, c'est l'exutoire, en fait. Donc ça pourrait s'expliquer, c'est mon interprétation aussi avec mes connaissances, mais est-ce que par hasard, tu avais aussi des fois des pleurs quand tu travaillais toute la zone ici, pectorale et les bras, etc. Est-ce que tu avais remarqué que ça te remuait peut-être? Peut-être pas des pleurs, mais que ça remuait, ouais, je pense. Mmh. En fait, les poumons vont être associés plutôt du coup au niveau des bras, c'est associé normalement à la tristesse. Donc tu vois, je pense que c'est Mmh. plus des pleurs voilà, de relâcher quelque chose, plutôt que des pleurs reliés à une tristesse. Je pense que c'était plus relié à tes peurs qu'à de la tristesse. Des fois, on se dit, bon, on pleure, c'est qu'on est triste. Je pense que c'est autre chose encore. Mmh mh. Ouais, ouais, c'était pas de la tristesse, hein, c'était des pleurs, je savais pas ce que c'était. Et le prof de yoga, je me souviens, il venait mettre une main là sur mon cœur, il disait: «This is your soul, this is beautiful, c'est ton âme». Bon, donc ouais, je veux rester sur, ce lien avec les méridiens, si tu le veux bien. Je sais que les personnes qui nous écoutent, elles nous écoutent beaucoup parce que voilà, elles ont de l'anxiété, on va dire, des symptômes de façon générale d'un système nerveux dérégulé, mais l'anxiété en fait partie. Tu peux nous parler, si on fait un petit zoom sur l'anxiété, du lien yoga, méridien, anxiété? Est-ce que tu viens travailler des méridiens particuliers? Tu disais tout à l'heure en début d'épisode, voilà, il y a des choses qu'il faut éviter quand on a de l'anxiété. Tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, c'est absolument passionnant en fait. Quand on commence à étudier la médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle indienne, eh bien en fait, on voit que c'est juste des vases communicants. Donc en fait, euh, ce que j'adore dans ces médecines, c'est qu'elles vont nous dire, en fait, il n'y a pas de truc qui est juste pour tout le monde. Ça dépend, c'est très cas dépendant. Tout de même, avec l'anxiété, j'ai remarqué qu'il y a des choses qui marchent très bien et c'est tout à fait logique. Déjà, c'est intéressant de travailler de manière globale, c'est-à-dire, je sais que dans un cours, je propose de travailler sur quasiment toutes les chaînes énergétiques, tous les méridiens.
Ceux qui n'ont pas du tout de notion au niveau des méridiens, il faut s'imaginer, en fait, c'est un peu comme des rivières qui couleraient dans notre corps, qui feraient circuler l'énergie. Et à plus ou moins haute profondeur, ça peut être vraiment assez proche à la surface de la peau. Ça va un peu comme des racines circuler au niveau des organes. Donc ça relie le corps énergétique. On a dit qu'on a plusieurs couches, ça relie le corps énergétique avec le corps physique et le corps mental. Ce qui veut dire qu'un méridien, un canal énergétique, il va être associé à un organe et il va être associé à une activité mentale. Ce qui se passe quand on a de l'anxiété régulièrement, c'est qu'il y a de la rumination anxieuse. Souvent, l'anxiété, c'est sans objet, c'est-à-dire que on va penser à quelque chose et c'est ça qui nous stresse. Vu que le stress en soi est une réponse naturelle, l'anxiété, c'est je perçois qu'il y a un danger, mais c'est pas forcément un danger immédiat, c'est un danger fantasmé dans un sens. Donc ça va être davantage sur les organes de la pensée qu'on va s'occuper. Et les organes de la pensée, c'est pas le cerveau. En médecine traditionnelle chinoise, c'est la rate. La rate est le siège de la pensée, et donc on va s'intéresser au trio rate, pancréas, estomac. Donc il y a des postures qui viennent travailler davantage ces méridiens-là. Et en général, c'est intéressant parce que là où on a des tensions physiques, c'est souvent là où on a des tensions énergétiques, des tensions émotionnelles. Donc moi, quand je vois quelqu'un en yoga, je sais souvent décrypter qu'est-ce qui se passe un peu dans sa vie, comment il réagit aux événements, qu'est-ce qu'il a émotionnellement. Donc des fois, les gens, ils ont un peu peur, ils sont là, mais comment tu sais? J'ai aucun talent de médiumnité, c'est juste hyper logique. Si là, il y a ça qui bloque comme ça, de cette manière-là, que là, ton souffle se coupe, etc., c'est que, est-ce que tu as des ruminations anxieuses? Oui, bon, ben voilà. Et donc, voilà, on peut travailler ces chaînes-là sur la rate estomac-pancréas. Donc, il va y avoir des postures, vu qu'ils ont des chemins un peu différents, il y a des postures particulières, c'est bien de les combiner. Il va y avoir aussi le binôme dont on a parlé, rein-vesti, qui lui va parler des peurs irrationnelles. Parce que ça peut les peurs irrationnelles, alors ça, c'est vraiment mon interprétation personnelle, mais pour moi, le trauma, il va plutôt se loger là, dans quelque chose qui va être, on ne peut pas le contrôler, en fait. Il arrive, enfin, on peut pas le contrôler dans le sens où une fois qu'il est imprégné dans le corps, on va le revivre corporellement. Et le rein, c'est un organe qui, son énergie est à moitié est moitié, composée de notre environnement, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on voilà, et la moitié de de l'énergie qu'on a héritée, celle avec laquelle on est né. On a une partie, la moitié de notre énergie du rein qui est, offerte en fait par notre famille. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça parle de peurs transgénérationnelles, ça parle de peurs qui sont arrivées par notre environnement et qui sont même au-delà de la pensée. J'ai pas besoin d'y penser pour avoir peur en fait. Et voilà, donc du coup, je pense que pour l'anxiété, le mieux c'est d'avoir en effet des postures qui travaillent sur ces binômes-là. Et l'idéal, c'est de tout balayer parce que bah, l'anxiété, des fois, c'est un beau melting pot de colère refoulée, tristesse pas accueillie, etc. Donc c'est bien, vu qu'on est très globaux, de venir un peu titiller sur tous les points parce que contrairement à la médecine un peu plus classique où on se dit bon ben il y a ça, c'est forcément ça, c'est pas linéaire en général, on est vraiment circulaire donc faut souvent aller chercher et gratter un peu partout pour aller là où on veut. Ouais, et parfois c'est une somme, j'imagine, de plusieurs facteurs aussi, s'il y a des blocages à plusieurs endroits. Après, je précise aussi que c'est pour ça que souvent on associe le yin yoga avec les méridiens, parce que dans le yin yoga, on reste dans les postures. Il faut savoir que l'énergie, entre autres le méridien de la vessie qui est le plus long du corps, ça peut mettre 2 heures à circuler dans ce méridien. Donc c'est pour ça que ça ne sert absolument à rien de se précipiter en se disant ouh, je vais ouvrir mon cœur, après je vais baisser, après je vais aller à droite, là je vais faire une torsion. En fait, c'est de la chorégraphie, c'est très joli, mais au niveau énergétique, on met juste l'énergie dans tous les sens. Il y a pas le temps de construire quoi que ce soit de thérapeutique en fait. Et c'est comme si on avait une plaie et qu'on se disait, bah, je vais mettre un petit truc une fois rapidement et je pense, enfin, il faut du temps pour la guérison. Et voilà. Et donc, si on veut vraiment se guérir au niveau énergétique et guérir des couches profondes de son inconscient, profondes de la mémoire corporelle, là, ça va être important de rester dans les postures. Ouais. Il y a des principes qui sont vraiment communs, avec le somatic experiencing. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes: «Ah, il y a cette sensation, qu'est-ce que ça ferait si tu restes 10 secondes de plus avec ça? Restons là» et c'est très frustrant. C'est très frustrant quand quelqu'un me raconte quelque chose: «Pause, qu'est-ce que ça fait?» et on est toujours en train de poser, de ralentir. Pas évident quand on arrive avec toute notre énergie sympathique là-dedans.
C'est mais c'est ça, c'est qu'il faut savoir que le yoga qu'il vous faut, il y a moyen qu'il soit challengeant. Pas forcément challengeant physiquement, mais challengeant au niveau des ressentis. Et si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas ressenti, ça va faire bizarre au début. C'est un peu comme si on rentrait dans une pièce chez soi, qu'on sait où il y a vraiment beaucoup de bordel et on n'a pas envie d'allumer la lumière, on préfère éviter. Et voilà, et du coup, ça va être vraiment intéressant d'ouvrir, d'allumer la lumière pour pouvoir faire de l'espace, tout ranger et créer un espace bien pour soi. Et parce qu'en fait, ça gère déjà votre vie. Votre inconscient, il gère déjà votre vie, ces traumas, c'est cette énergie, ça gère déjà votre vie, donc autant en avoir conscience et pouvoir agir dessus que juste prétendre que c'est pas là. Et donc c'est vraiment ce que ça va offrir, ce travail énergétique, c'est tellement puissant et je veux vraiment insister là-dessus. Le yoga maintenant, on, il est trop banalisé dans le sens où, euh, c'est-à-dire avant il était assez peu accessible et je suis contente qu'il soit accessible à tout le monde. Mais le truc c'est que c'est un outil hyper puissant et ça on l'oublie en fait. On oublie qu'on a entre les mains quelque chose qui marche vraiment et qui est puissant. C'est-à-dire que ça agit sur notre prana, notre énergie vitale et donc faut pas en faire n'importe quoi avec notre énergie vitale. Et le prana, c'est comme un soleil. Et donc ça illumine tout ce qui est là. Si on monte, on monte, on monte son prana, on suractive nos systèmes nerveux. Si on ne sait pas à côté réguler son énergie, juste on monte l'énergie. On fait plein de postures, par exemple, de flexion arrière. On respire à fond, plein poumon. Pouf, je monte mon prana à fond. Mais si je monte mon prana à fond, mon énergie à fond, c'est comme si je mettais le grand soleil sur tout ce qui est là. Il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool. Et du coup, il faut être prêt à ce qui va sortir à ce moment-là si je suis dérégulée. C'est-à-dire que ça peut être même délétère au contraire. Donc, c'est pour ça que, par exemple, en Tantra Hatha Yoga, on recommande vraiment de commencer par des pratiques lunaires. C'est des pratiques où on va nettoyer ce qui est présent. On va faire de l'espace pour accueillir une énergie nouvelle. On va pas juste apporter de l'énergie sur quelque chose qu'on n'a pas envie de venir faire monter en soi, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont pratiquer pendant des années et des années et des années et pas devenir des meilleures personnes. Au contraire, il va même y avoir des traits pas très beaux qui vont monter encore plus à la surface. Et voilà, en tout cas dans l'univers du yoga, on a certains noms en tête où on a bien vu que le yoga, ça fait monter le pouvoir personnel. Mais le pouvoir personnel, ça veut dire que ça me fait penser un peu au Marvel. Un grand pouvoir veut dire des grandes responsabilités, mais c'est que du coup, on a vraiment la responsabilité de se guérir avant parce qu'on n'a pas du tout envie de se ramener avec full power sur des trucs moches. On a vraiment envie de ramener du pouvoir sur des choses très belles, les plus beaux aspects de l'humanité que sont l'amour bienveillant, l'intuition, la guérison interne, la compassion. Enfin, tout ça, ça va être important de se rappeler que le yoga, il faut lui redonner ses lettres de noblesse. C'est pas juste du stretching, c'est pas juste de la gym. On fait des choses à notre énergie. Et du coup, ben, vu que ça impacte toute notre vie, autant qu'on les fasse bien, quoi. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis avec, la pièce de la maison qu'on veut pas, qu'on veut pas allumer, dans laquelle il y a du bazar. Moi, je me suis pas mal formée en breathwork et il y a une citation, que j'adore de Carl Gustav Jung qui dit: «Tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin». Et cette, phrase, elle ouais, elle dirige, je pense, beaucoup de ce que je fais et c'est très intéressant, ouais, c'est vraiment important. En breathwork, on vient toucher un peu les mêmes choses donc mmh. Puis ça me fait penser à une autre citation que j'aime beaucoup qui dit Nul n'atteint l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Et à l'heure actuelle, on a beaucoup de burn-out qui sont vraiment les nuits noires de l'âme, mais c'est des chemins magnifiques qui se passent. Moi, j'ai beaucoup du coup de gens qui viennent avec mes clients idéaux, c'est vraiment des gens qui sont à un stade de leur vie où ils savent qu'ils veulent passer à une autre étape. Ils sont prêts à faire ce chemin de guérison, ils ont assez souffert, ça y est, maintenant, ils veulent autre chose pour eux. Et vraiment, le burn-out, entre autres, dans le yoga, ça s'explique très bien. C'est vraiment, il y a un moment où on arrête, notre corps nous envoie le message clair qu'on ne peut plus faire. On arrête de faire. On peut même plus se lever de son lit. On peut même plus peut-être préparer le petit déjeuner pour ses enfants, etc. Et on est dans une injonction à faire, à faire, à faire, à faire. Et même dans le yoga, on fait des milliers de postures. Plus il y en a, mieux c'est. On fait sa pratique tous les matins. Mais tout ça, ça suffit pas si on n'est pas, si l'intention derrière, elle n'est pas d'être avec son corps, d'être avec ses sensations, d'être avec ses émotions. Et du coup, le burn-out, souvent, c'est vraiment ce passage de, en fait, t'arrêtes de faire, tu vas passer à l'être. Et l'être, il en est où? Il va dans quoi? Et souvent, il y a un vrai shift magnifique qui se passe à la sortie du burn-out, qui est
c'est épanouissant, c'est magnifique à voir. Et c'est pour ça que je pense que le yoga peut être un outil, mais merveilleux, merveilleux dans tout ce processus. Donc je sais qu'on en a, parlé ensemble. Prochaine question, Mariana. Le travail par le corps physique comme piste de guérison pour déloger les blessures émotionnelles du passé, c'est un thème que tu m'as, proposé. On l'a déjà, pas mal évoqué là. Est-ce que tu ajouterais des choses là-dessus sur, voilà, comment est-ce que le yoga, il va venir aider à, voilà, guérir certaines, blessures qu'on appelle les blessures émotionnelles? Donc pas les blessures physiques. Ben, de manière, pour résumer, en gros, souvent on imagine qu'il n'y a que notre cerveau qui a une mémoire, mais c'est vrai que tout notre corps a une mémoire. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'on retient quelque chose, c'est de l'avoir expérimenté, de l'avoir ressenti. Enfin, moi, la première, si quelqu'un me parle, ce que je vais retenir, si ça m'a évoqué une émotion, si ça m'a évoqué un ressenti corporel. Si quelqu'un me parle et que ça me fait rien ressentir, il y a de grandes chances que j'oublie. Mais si par contre, quelqu'un me dit un truc, ça fait référence à ah, tu sais, ça me fait penser à moi par rapport à ci et à ça, et ça me fait ressentir quelque chose, là, je le retiens. Et du coup, il faut se dire que tout ce qu'on a ressenti, ben, on l'a retenu. Donc notre corps, en fait, c'est comme nos archives, en fait. Et il y a une phrase d'ailleurs que j'adore qui dit notre biographie s'inscrit dans notre biologie. Et c'est, alors je sais pas si elle se dit exactement comme ça, parce que je crois que je l'avais entendu en anglais, mais c'est exactement ça. Et donc, le yoga, il va aller ouvrir les archives et nettoyer ce qu'il y a là. Et donc, en fait, un nettoyage très non violent, même avec le yoga nidra aussi. Je travaille beaucoup, du coup, sur les ondes cérébrales. On fait vraiment une recalibration. Et en fait, sans effort même, enfin sans effort, le yoga en soi, c'est un yoga de l'effort, hein, on est dans la posture, c'est parfois inconfortable, on reste avec ce qui est là, etc. Mais en fait, ça va impacter toute notre vie sans même s'en rendre compte. Tout d'un coup, on réagit plus trop à cette petite critique, à cet inconvénient, ce challenge qui s'opère parce que en fait, on a les ressources intérieures, nos archives, elles sont bien rangées, notre mémoire corporelle, elle est bien purifiée et du coup, il reste ce qui est utile de rester. Et notre corps, en plus, il est relié à la source. Donc, la source en yoga, c'est vraiment ce à quoi on essaie de s'unir, c'est-à-dire ce qui fait que tout est harmonieux dans la nature, que d'ailleurs, tout ce qui est harmonieux dans notre corps, c'est pas de notre volonté, quoi. Que notre cœur bat, que notre respiration, que nos cellules se guérissent. On pourrait rien faire dessus consciemment, constamment. Donc, ce qui est harmonieux, c'est naturel. On est naturellement harmonieux. Donc, dès qu'on laisse le corps l'opportunité, on ouvre la porte pour qu'il rentre, pour qu'il offre sa guérison, il va faire ça. Il a qu'une envie, c'est d'assurer cet ordre universel, en fait, qu'on appelle le dharma en yoga. Et donc voilà, c'est pour ça que quand on commence à traiter le corps, à lui offrir l'espace de se guérir, c'est lui qui va même un peu trier le pur de l'impur. On n'a pas besoin consciemment de se dire, ok, alors là, il m'est arrivé ça, il faut que je travaille sur ça. Rien qu'en passant par toutes ces postures, par ces respirations, l'inconscient va aussi faire son petit ménage intérieur et offrir ce qu'il y a de plus juste pour nous. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va offrir à notre conscience que ce qu'on est prêt à traiter, que ce qu'on est prêt à amener comme guérison. Voilà. Il va pas nous guérir d'un coup si en dessous il y a encore du pu, on va dire. Il va faire étape par étape. Et voilà, une couche après l'autre, guérir progressivement chacune de ces couches de notre être. Il faut C'est qu'on passe. intéressant, tu parles de la mémoire implicite, en fait. Pour les personnes qui nous écoutent, parce que je sais que j'ai fait un épisode là-dessus, donc ça va vous parler. J'emploie le mot pour que les personnes qui écoutent, elles puissent faire le lien. Cette mémoire implicite, effectivement, qui est dans le corps et pour laquelle souvent il y a, enfin toujours en fait, même pas souvent, pour laquelle il y a pas de mots. Mmh, mmh. On avait évoqué le sujet aussi du yoga comme sécurité intérieure. Tu en as parlé un petit peu au début en disant, voilà, il faut se sentir en sécurité quand on vient aussi dans la pratique. Et là, je veux même pousser le sujet un petit peu plus loin, comment la pratique, elle peut aider à amener la sécurité intérieure en soi, finalement. Par exemple, quand j'avais pas encore les outils sur le système nerveux, etc., j'avais quand même vraiment cette notion que ça pouvait être très insécurisant de pratiquer. Ça pouvait être très activant. Et en fait, il y a une manière de pratiquer. Comme je dis, c'est vraiment l'intention qu'il y a derrière et l'enseignement qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si je m'installe dans le yoga, ça va être très intéressant d'avoir quelqu'un qui me guide avec beaucoup de douceur, même dans la voix, dans les consignes, avec des mots qui ne sont pas forcément trop activants, justement, qui viennent plutôt tabler sur ce que je veux plutôt que ce que je veux pas, qui viennent inspirer et amener des connotations
de sécurité. En fait, le professeur se doit d'offrir un cadre déjà sécurisant pour ses élèves. Si lui-même il n'est pas sécure, si l'endroit dans lequel il le fait c'est pas sécure, etc. Par exemple, moi je suis censée donner des cours pendant l'été. Dans des lieux un peu publics, des lacs, sur la plage, etc. J'aime pas vraiment faire ce genre de cours parce que c'est pas très sécurisant pour les personnes qui sont déjà insécures. Moi, la première avant, ça aurait été très insécurisant que des gens puissent me voir, etc. Donc déjà, offrir un cadre de sécurité, moi, je sais que je veille vraiment à ce que même les textures soient douces et confortables, que la lumière soit naturelle ou invite à l'introspection. Donc oui, le yoga doit amener cette sécurité déjà par le cadre qu'il va offrir, par l'enseignement qui va être apporté. Et si on pratique chez soi, il faut qu'on offre un cadre déjà de sécurité. Mais là où ça va apporter de la sécurité, c'est qu'en fait, ça va passer à un autre level, c'est-à-dire qu'on va l'incarner. Ça va plus être juste cognitif, ça va être plus être juste, ok, je suis devant ma glace, je me dis, je suis en sécurité, je suis en confiance, je vais y arriver. C'est plus juste mental. Vraiment, le corps, maintenant, il a ressenti où c'était cette sécurité. Peut-être ça faisait des années qu'il n'avait pas senti cette sécurité. Et là, tout d'un coup, le ressentir, il sait que ça existe. Il sait où c'est. Et le cerveau, il va piocher dans ses ressources dès qu'il va en avoir besoin, vu qu'il veut toujours notre sécurité. Au lieu de chercher forcément que la peur, le système nerveux suractivé pour agir dans une action, il va avoir compris qu'en étant en sécurité, il a des résultats même plus efficaces, plus utiles. Donc, il va lui-même piocher cette sécurité interne qu'il aura ressentie. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit ressenti. Et c'est ce qu'offre le yoga, c'est que c'est une expérience. Et du moment qu'il y a une expérience, il y a la théorie. Donc, toute notre vie, c'est ça. On n'a pas la théorie avant d'expérimenter. On expérimente et au fur et à mesure, on a le manuel de comment on fonctionne, comment la vie, ça fonctionne. Et du coup, le yoga, c'est vraiment l'école de la vie. C'est j'expérimente, je ressens cette sécurité et en fait, après, ben, je peux l'appliquer à tous mes champs de vie et de manière même souvent très inconsciente du coup. Et c'est ça qui est, ça va vraiment offrir de la protection. Mais pour ça, il faut que voilà, ça soit fait dans un cadre aussi qui amène cette protection. Ouais, ce que tu dis, en fait, c'est qu'on vient créer d'autres expériences dans le corps. C'est ce qu'on appelle avec la mémoire implicite les expériences infirmantes, des expériences qui viennent pas confirmer, mais infirmer les expériences précédentes. Et si je suis dans un système qui a été traumatisé, les expériences, souvent, c'est quand c'est inconfortable, je vais être submergée. Et là, on vient créer une autre expérience dans le corps. Je suis inconfortable et je peux revenir vers ma sécurité. Si on utilisait l'échelle polyvagale, en fait, je peux revenir en ventrale, je peux remonter dans mon échelle polyvagale au lieu de descendre dans le submergent. Et ça me fait Magnifique. penser, tu vois, à quelque chose qui est hyper intéressant que j'ai découvert il y a pas longtemps dans le yoga. On parle des fois des mudras, des gestes, etc., que ça amène certaines sensations, etc. En fait, j'ai compris il y a peu de temps en faisant une formation PNL que c'était des ancrages positifs. C'est-à-dire qu'on a des ancrages négatifs. Par exemple, si la dernière fois que j'ai respiré, je me suis angoissée, il y a des grandes chances que si je me retourne à ma respiration, j'ai une angoisse qui monte. Mais à force d'utiliser le corps pour ramener de la sécurité, dans l'inconfort, en respirant, en étant juste avec son corps, du coup, on trimballe avec soi son encre positive partout, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en sécurité dans mon corps, j'offre le signal très clair à mon esprit, à mon conscient, etc., que si je me rapproche du corps, je suis en sécurité, c'est mon abri. Et du coup, c'est incroyable parce que ça nous suit partout. Et c'est magnifique. Et du coup, Ouais. maintenant, je me rends compte que j'ai des ancres, c'est-à-dire que quand, par exemple, je travaille sur mon troisième œil, hop, bim, je mets mes yeux ici, pouf, je pars dans l'état, je pars directement dans un état de sécurité qui est phénoménal. Et j'ai ma petite clé, en fait. J'ai ma clé pour ma sécurité. Je sais que si je fais ça, boum. Je sais que si je fais ça comme geste, il y a une autre sensation qui vient. Et donc, plus par répétition, les gens vont amener de la sécurité avec certains gestes, même ces gestes-là, ou le fait de pencher en avant, etc. Dès qu'ils vont le faire, ils n'auront pas besoin d'attendre 5 minutes, 10 minutes avant que ça vienne. En quelques secondes, ça sera immédiat. Ils auront cette sécurité qui monte, en fait, qui s'impose même. Et c'est génial. Ouais, on devient vraiment la tortue, l'escargot avec notre protection en nous et qu'on emmène partout. Magnifique. Une dernière question pour toi, Mayana. Quelle question est-ce qu'une personne, elle peut aller poser à un prof de yoga, par exemple, pour savoir justement s'il est, on va dire trauma informé, ok? Pas nécessairement formé, ok? On fait la différence entre trauma trained et trauma informed, c'est important. Mais au moins juste informé. Je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent là, qui font du yoga. Bon, si vous le faites avec YouTube, vous ne pourrez pas aller poser la question, mais si vous avez un prof ou une prof en chair et en os,
voilà, je sais pas, j'aime pas trop le mot de checklist, mais qu'est-ce que les personnes, elles peuvent regarder ou porter leur attention vers pour savoir s'il y a ces éléments-là dont tu nous as parlé, pendant cette heure-là ensemble? La recette magique, on va dire, dans ces cas-là, ça va être bah, déjà, le premier rapport que vous allez avoir à un professeur, vous allez voir si ça fait écho ou pas. Si le professeur vous invite, si rien que dans son énergie, vous vous sentez déjà un peu plus sécure, c'est que déjà le professeur porte ça. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs aussi qui n'incarnent pas ce qu'ils disent et qui ne vivent pas cette sécurité intérieure. Donc du coup, moi je sais que je suis très exigeante avec qui m'enseigne du yoga. Et du coup, j'ai beaucoup de mal d'ailleurs à faire du yoga près de chez moi des fois parce que voilà, je veux vraiment avoir un professeur qui incarne cette sécurité. Après, ça va être parce que j'imagine mal en début de cours dire bon alors du coup, est-ce que vous avez une voix douce? Est-ce que vous savez vraiment ce que vous foutez au niveau du système nerveux, de l'énergie, etc. Donc je pense qu'après une première séance déjà, on le sait. Mais je pense que ce qui est le nec plus ultra à la limite, ce qui va vraiment pouvoir permettre aux gens de gagner en puissance dans leur guérison, c'est d'eux-mêmes être trauma informés en fait, d'eux-mêmes être système nerveux friendly, c'est-à-dire que qu'ils ont du coup toutes ces notions que il faut du temps, il faut de l'intégration, il faut de la sécurité, il faut de l'écoute corporelle. Et donc si déjà tout ça, ça n'y est pas dans un cours, vaut mieux encore pratiquer chez soi et le faire comme ça qu'être mal guidé. Et pour moi, c'est vraiment important de se rendre compte que si les gens veulent partir dans un chemin de guérison, ça va être utile qu'ils soient accompagnés, éventuellement avec un professeur justement qui a ces qualités-là, qui leur offre ce terrain-là. Typiquement, on va éviter si on sent qu'on est surstimulé, on va éviter un cours de yoga trop solaire. C'est-à-dire, on va éviter un cours de yoga où il y a beaucoup de flexion arrière, beaucoup d'inspiration, où on transpire à fond, où les postures vont trop rapidement, où il n'y a pas de shavasana. Alors ça, c'est quand même le saint graal du n'importe quoi au niveau énergétique, mais on laisse pas du tout au corps le temps de faire tout ce pour quoi on l'a fait bosser. Genre, c'est comme si on avait préparé tout pour soigner la plaie et qu'au final, on laisse comme ça et non. Donc c'est genre, bon, voilà, faut qu'il y ait ces temps d'intégration vraiment. Euh, et donc, ce qui va être utile, c'est d'avoir conscience de ses propres déséquilibres. C'est pour ça que quand j'accompagne les gens dans le programme Sadhana, il y a vraiment toute une partie déjà bilan parce que on va tous avoir peut-être des systèmes dérégulés, mais pas de la même manière. On ne va pas avoir exactement les mêmes soucis énergétiques, etc. Donc, le mieux, c'est encore de savoir vraiment, ben moi, c'est quoi mes problèmes? C'est quel chakra qui va pas bien? C'est quel méridien qui est surchargé? C'est quel système nerveux dans lequel je suis plus souvent? Etc. Et du coup, quand je sais ça, ben je peux agir. Donc c'est pour ça que normalement, un professeur de yoga est censé amener toutes les clés à son élève pour qu'il puisse être responsable de sa guérison et surtout qu'il puisse le faire parce que le problème qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on ne donne pas les clés aux élèves. Ils sont dépendants des professeurs. Il faut qu'ils aillent à un cours, il faut qu'ils aillent regarder une vidéo pour savoir ce qui est bon pour eux. Et normalement, non, on est censé vraiment offrir aux élèves toutes les clés. Et c'est pour ça que là, on va dire, un peu ce qui me parle le plus dans mon enseignement, c'est quand je peux aider les gens dans le programme Sadhana. Sadhana, ça veut dire pratique personnelle, à aller vers ça, à comprendre, ok, moi j'ai besoin de ça, je peux le faire comme ça, j'ai besoin de ça comme posture, ça comme méditation, ça comme respiration. Et surtout, j'ai les clés pour le changer au fur et à mesure que ma vie va changer parce que mes besoins vont changer. Parce qu'il ne va pas y avoir de formule toute faite. Même si c'est système nerveux friendly, comme je disais, un professeur qui nous dit d'aller dans une flexion avant, mais qui nous dit pas d'y aller avec telle ou telle respiration, avec telle ou telle intention, eh ben ça peut être délétère. Donc c'est vraiment aussi très dépendant de chacun. Mais vos ressentis personnels vont être importants. Si vous vous sentez en sécurité dans un cours de yoga, si vous sentez que vous explorez de l'inconfort en sécurité, ça va être de très 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 bons signes que vous êtes dans un bon endroit pour vous. Euh, et après, bien sûr, le yoga, normalement, c'est quelque chose qui se pratique tous les jours parce que tous les jours, on a des déséquilibres et si on veut se rapprocher de cette guérison, c'est pas juste une fois tous les 15 du mois quand ça va vraiment pas que qu'il faut que j'y aille. C'est que si je le fais même quand ça va bien, ben là, je vais évoluer dans quelque chose que j'ai jamais connu, auquel j'ai jamais eu accès jusqu'à présent. Et donc c'est là où, ouf, il y a des trucs assez divins qui se passent. Et on veut tous de l'intuition et pourtant, voilà, si on se connecte pas à son corps, on l'aura pas, hein. On ne sera pas capable d'avoir ça, de faire les bons choix, d'être guidé par quelque chose
qui a des réponses qu'on n'a pas au niveau mental. Donc c'est pour ça que oui, savoir avoir ces clés-là pour soi, c'est génialissime, c'est transformateur, mais à un niveau auquel, tant qu'on l'a pas expérimenté, on n'en a pas conscience. Mais ça change tout. Ça change absolument tout. Merci infiniment Mayana pour tout ça. Où est-ce qu'on peut te trouver et qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, on peut me trouver sur Mayana Yoga, mayanayoga.com pour le site internet. Mayana, je précise que ça s'écrit Mayana. Et d'ailleurs, pour petite information que j'ai réalisée aussi il n'y a pas longtemps, qui m'en a fait pleurer de joie quand je l'ai découvert. Ma mère m'a donné ce prénom sans savoir du tout enfin, ça venait à la base du Pays Basque, mais c'est pas écrit pareil. Bref, en gros, dans le yoga, en sanskrit, Maya c'est le voile de l'illusion et Na c'est ce qui l'enlève. En fait, Na c'est la négation. Donc c'est pas un pseudo que je me suis inventé pour. Ça aurait été genre si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas trouvé ça et du coup je suis ravie d'être dans ce chemin de moi-même m'enlever mes voiles d'illusion et d'aider les gens à faire ça. Donc voilà, Mayana, sur mon Instagram, je propose pas mal de ressources aussi pour aider les gens à travailler aussi sur Svadhyaya, c'est l'étude de soi. Et toutes les semaines, j'aborde une thématique souvent philosophique d'ailleurs, sur lesquelles on va caler les postures, pour vraiment englober tout ce que le yoga a apporté. Donc ça va être avec des cours à mon studio. J'ai un studio dans les Landes, à Dax, qui s'appelle le Live Studio. Je fais aussi des cours en ligne, donc j'ai pas mal de monde un petit peu partout, qui font les cours soit en direct, soit en replay. On a des fois que je vois pratiquer en maillot de bain, etc. Enfin, c'est génial, je voyage avec mes élèves en ligne, c'est superbe. Je fais aussi des retraites de yoga, qui sont un... Là, c'est pas le but. Enfin, maintenant, il y a plein de retraites de yoga. Le but, c'est pas juste, ok, on ramène tout le monde, on fait un gros chiffre d'affaires sur une semaine, parce que maintenant, il y a beaucoup ça aussi. Non, vraiment, dans une retraite de yoga, si on le fait bien, il y a des intervenants, il y a des ateliers, il y a un temps d'intégration qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Enfin voilà, on met plein d'ingrédients dedans pour que ça soit vraiment utile. Et là, la dernière chose dans mes projets qui arrivent pour septembre, il y a un livre, euh, Yoga Anti-Stress, c'est un petit cahier Yoga Anti-Stress, il y a une édition qui m'a contactée pour que je leur écrive ça. Donc ça va sortir en septembre. Et après, j'ai une plateforme en ligne que je veux sortir en septembre aussi et un programme, donc le programme Sadhana que j'expliquais un peu avant, où là, ça va être vraiment un programme où je suis un groupe de personnes sur 4 semaines avec des vidéos en ligne, plus des coachings en live, où on vient vraiment aller chercher du coup quelle est la pratique qu'il leur faut, leur bilan, tout ce qu'il y a autour de la pratique personnelle aussi, parce que des fois, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas parce qu'on a plein de résistances, plein de freins. Des fois, on ne sait pas optimiser, planifier. Il y a plein de choses qui se jouent, donc avec aussi des outils un peu de PNL, de coaching, voilà. J'aide à ce qu'on puisse être le plus efficace possible dans cette pratique qui va amener de l'amour de soi, de la guérison, c'est vraiment le but. Et, euh, et ensuite, chacun va avoir un petit ange gardien, il va pouvoir pratiquer pendant 21 jours ou 40 jours ensemble. On va voir encore avec le groupe ce qu'ils veulent. Euh, et voilà, et construire cette sadhana et voir à quel point ça impacte leur vie. Parce que c'est bien beau que j'en parle et que ça fasse rêver, mais le mieux, c'est vraiment de le sentir pour soi. Donc moi, ça m'a tellement changé la vie que je veux l'offrir. Enfin voilà, je veux vraiment que les gens puissent avoir accès à ça. Et franchement, c'est des trésors. Parce que moi, j'ai vraiment bataillé pour trouver ces infos. Et donc, je suis tellement contente de pouvoir proposer ce programme. Donc voilà un petit peu tout ce que je propose actuellement. Merci infiniment. Donc voilà, si vous n'êtes pas à Dax, vous pouvez pratiquer avec Mayana en ligne et bientôt te retrouver avec ton livre et avec tes programmes à venir. Merci infiniment. Merci à vous tous et toutes qui nous écoutez chaque semaine pour certaines. Merci infiniment Mayana et à très vite tout le monde au micro de Pas de soucis.